On commence. Donc, bonsoir à tous. Nous allons vous parler aujourd'hui de comment trouver une information pertinente au sein de votre service, au sein de votre système d'information. Donc, on va parler de RAG local, de sobriété et maîtrise de données. D'abord, on va se présenter. Je m'appelle Damien, je suis développeur à Zenica depuis 3 ans et demi. Et je suis plutôt développeur full stack, plutôt côté back. Maximilien, product owner, senior product owner. Nous travaillons ensemble depuis 3 ans au sein de la même entreprise sur des gros projets. Et du coup, on discute souvent à bâton rompu de à peu près tous les sujets, et par exemple, notre point de vue sur tout ce qui est IA générative. Pour ma part, j'utilise très peu les outils d'IA générative, pas dans le cadre du travail, et j'ai fait quelques projets personnels où je me suis reposé sur Claude Code, par exemple. Pour ma part, c'est totalement l'opposé. J'utilise beaucoup l'IA générative. Je l'utilise aussi bien pour des projets personnels que pour des POC, que pour générer de la documentation au travail, voire même des US. Ça marche plus. Si. Alors pourquoi ce sujet? Le micro marche pas? Bah, ce sera les deux. Il y en a un pour l'enregistrement et l'autre pour le test. On a deux? Non. Il y en a qu'un. Il y en a Donc on va devoir viens à côté de moi, ça sera plus simple. Oui. Merci. Youpi. Deux. Très bien. Donc le besoin part d'un besoin personnel en tant que PO chez mes clients. J'ai souvent du mal à trouver la documentation, l'information pertinente. Vous avez des confluences, des tickets Jira. L'information est répartie un peu partout. Et rechercher la connaissance prend beaucoup de temps pour moi. Je dois aller voir les gens partent, voilà. Donc, le besoin, c'est comment je peux faire pour aller taper dans du Confluence, par exemple, des PDF, pour m'aider moi-même, mais également aider l'équipe. Donc ça, c'était le besoin de départ. Les contraintes, moi j'en ai deux. T'en as une ou deux. La donnée ne doit pas sortir. Si je suis chez un client, je ne veux pas que mes données se retrouvent à l'extérieur, surtout s'il y a des fuites de données. On parle aussi de Child IT aujourd'hui. Beaucoup de gens utilisent ChatGPT au travail alors que ce n'est pas autorisé, parce qu'on est habitué à utiliser ce genre de produit. Et puis la souveraineté, quand vous envoyez vos données sur OpenAI, vos données se retrouvent aux États-Unis et peuvent être conservées 10, 20, 30, 40, 50 ans. C'est eux qui fixent les lois. Et s'il y a une fuite ou divulgation, par exemple, je poste un PDF sur un char d'assaut, parce que je veux comprendre ce qui se passe dedans, c'est secret défense, c'est pas top. Voilà. Pour ma part, je suis beaucoup plus concerné sur des questions environnementales, consommation d'électricité, consommation d'eau, sur tout ce qui est data center, pour tout ce qui est IA générative. Et voilà. Alors, avant d'aller plus loin, on voulait comprendre comment le faire bien. Pas juste prendre quelque chose sur Internet, un tuto, le déployer et puis dire super, ça marche. Là, on voulait vraiment comprendre. Je vais vous donner une analogie. Imaginez, vous avez construit une voiture, vous voulez prendre un moteur. Soit vous prenez un moteur sur l'étagère, vous le mettez dedans, mais quand vous allez devoir le tuner, vous n'allez pas forcément comprendre comment ça marche. Là, notre but, c'est de démonter le moteur, de regarder grosso modo comment ça marche, de le remonter. Peut-être qu'il ne marchera pas très très bien, mais en tout cas, il marchera, on aura compris comment il marche, et l'étape d'après, ça sera comment on peut faire pour l'optimiser. Cette étape-là n'est pas dans le talk. Du coup, notre objectif pour Stalk, c'est mettre en place un RAG et faire des benchmarks pour avoir des performances en temps de requête, consommation CPU, consommation électrique de nos systèmes. Et le RAG, définir le RAG. Un RAG, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est Retrieval Augmented Generation. C'est simplement essayer de connecter un LLM pour qu'il puisse faire des requêtes dans une source de données et pour réduire les risques d'hallucination dans les résultats. Ça va. Oui. Pour ce talk, on va s'imposer une petite règle amusante. Le mot IA, il veut potentiellement dire beaucoup de choses. Il veut dire tout simplement un bloc if-else dans votre code. C'est de l'intelligence. Si vous faites plutôt dans la partie jeux vidéo, peut-être vous pensez à machine à état quand vous pensez à IA. Si vous êtes là ce soir, probablement quand vous parlez d'IA, vous pensez à des LLM.
Et pour ceux qui lisent ou regardent des films, peut-être que quand vous parlez IA, vous pensez à de la science-fiction. Du coup, IA, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses, il veut tout dire. Du coup, pour ma part, je trouve qu'il veut rien dire. Et donc, on va s'imposer le défi ce soir sur cette conférence de ne pas utiliser ce mot-là. Voilà. Moi. Donc, afin de rendre notre exploration un peu plus intéressante, on va faire une fiction. On part du principe qu'on travaille dans une entreprise Cielnet qui est basée sur les systèmes autonomes. L'objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'exploiter la connaissance interne sans exposer les données sur Internet, ou le RAG. Attention, ce n'est pas une démo produit, ni une preuve de performance. On est sur une exploration pour comprendre comment le moteur fonctionne avant de le lancer définitivement avec des vraies données. Donc, on commence par trouver, comprendre, raisonner. On va vouloir accéder à la bonne information. Donc, nous avons créé une FAQ, JSON, 155 entrées, avec des questions-réponses, avec méta-informations. Donc, on peut imaginer qu'on retrouverait des codes d'accès, des codes Wi-Fi, ce genre de choses qu'on ne veut pas partager sur Internet. Simplement, 155 entrées dans une fac, c'est bien, mais idéalement, on aimerait pouvoir trouver les informations qui nous intéressent. Pour ça, il va falloir faire un moteur de recherche sur notre fac. Et on a choisi d'utiliser OpenSearch en moteur de recherche. On a fait un process, tout notre code est en Python. Donc on a fait un petit process Python qui va récupérer notre JSON et tout simplement l'uploader, l'indexer dans l'OpenSearch. Et ensuite, on pourra faire des requêtes dans notre OpenSearch qui nous permettront de sortir des résultats. On va commencer simplement, on indexe tout simplement avec la configuration de base et ça va nous permettre de faire de la recherche par mots-clés dans notre OpenSearch. C'est très simple à mettre en place et ça a été fait très rapidement. Euh, Du coup, on a réussi à mettre en place une recherche par mots-clés dans notre fac. Et là, on n'a pas mis le son assez fort, il n'y a pas il y le a la son. sonnerie, dommage. Donc, le boss m'appelle et nous dit que ah oui, le boss nous a appelé et il nous dit c'est bien ce que vous avez mis en place, mais quand je tape congé, ça remonte rien. Il faut que je tape vacances pour que ça remonte. Donc, du coup, il faut passer sur de la recherche sémantique. Donc là, quand la machine commence à comprendre, on va parler de sens. J'ai plus de pile. Ah, c'est bon. Donc la recherche sémantique. Je vais commencer par vous parler rapidement de ce qu'est un transformer. Un transformer, c'est un logiciel qui va prendre en entrée du texte, donc un mot, des phrases, et le transformer en vecteur, comme ceci. Vous avez différentes coordonnées, donc c'est dans un espace multidimensionnel. Et si j'ai mis les drapeaux, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on a découvert, c'est que si vous si vous créez vos vecteurs avec un transformer qui est anglais, ça ne marchera pas du tout sur une base française. Donc il faut utiliser des transformers multilangues pour que cela fonctionne. Donc ça peut être un texte, ça peut être des mots. Là j'ai pris des mots pour que ça aille plus vite et que ce soit plus simple. Donc congé, vous voyez les différentes dimensions, c'est le mot de base. Vacances, on dérive un peu au niveau des coordonnées, mais on est quand même proche. On passe sur RTT, on s'éloigne un peu plus. Et puis salaire, on est très loin. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver la similarité entre les sens? Et bien là, on va faire de la géométrie. Donc, vous avez le vecteur. Alors, j'ai représenté sur un axe à 2 dimensions pour que ce soit visible. Le vecteur vacances et le vecteur congé ont un angle. Et cet angle, on peut le calculer. Et une fois qu'on le calcule, on a un résultat. Si on fait le cosinus de cet angle et que ça vaut 1, le sens est identique. C'est même pas proche, c'est identique. Ça serait s'il était à 0,8. Si on est à 0, c'est pas le même sens. Et si on est à moins 1, c'est totalement opposé. Et c'est là-dessus que se base la recherche sémantique. Et je te passe l'implémentation. Comment on implémente ça côté OpenSearch? Il y a deux solutions qui vont principalement se distinguer par à qui est-ce que vous voulez laisser la responsabilité du transformer. Ou vous laissez la responsabilité du transformer à votre client, qui va faire les appels à OpenSearch lors de la gestion, ou vous laissez la responsabilité à OpenSearch, vous pouvez mettre en place des pipelines de manière à ce qu'il gère
le calcul des embeddings tout seul. Euh, Dans les deux cas, vous allez vous retrouver avec une base où vous avez toutes vos données et en plus, éventuellement, des embeddings sur tous les champs où vous avez configuré, que vous avez configuré. Ensuite, lorsque vous allez faire des requêtes, pareil, vous allez devoir utiliser euh, ou le transformer de votre client ou alors le transformer de votre pipeline OpenSearch et configurer les requêtes pour qu'elles utilisent, qu'elles fassent les calculs euh, vectoriels pour trouver vos résultats. Euh, euh, je n'ai pas trouvé, je pense qu'il y en a, mais j'ai pas trouvé l'intérêt de garder les transformers côté client. Probablement, si vous êtes coincé sur une ancienne version d'OpenSearch et que vous pouvez pas monter de version pour quelques raisons, ça peut être une solution. Mais ça implique quand même de faire confiance aux clients pour que tous les clients utilisent le même transformer sur la même version. Sinon, s'ils utilisent un autre transformer, vous allez forcément avoir des résultats très incohérents. Donc on a lancé le code qu'a écrit Damien sur une recherche par mots-clés. Donc en tapant vacances, on tombe sur l'avancée. L'avancée, c'est une base qui est commune. Donc il dit c'est proche, c'est bon. Côté sémantique, on a tapé vacances et on obtient congé dans la question, dans le tag, donc dans la réponse congé net. Donc ça marche quand même beaucoup mieux. Donc là, on récapitule la liste des objectifs. Donc, on a voulu commencer par mettre en place une recherche par mots-clés. Jusque-là, tout va bien, ça marche bien. On a mis en place une recherche sémantique, ça marche très bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place une recherche qui ferait les deux? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire de la recherche et par mots-clés et de la recherche sémantique sur les mêmes requêtes? C'est de la recherche hybride. Ça va être une recherche classique. Simplement, on va demander à OpenSearch de faire les deux recherches à la fois et de nous retourner les meilleurs résultats des deux recherches. On peut déterminer quel poids on veut mettre sur les différentes recherches. Est-ce qu'on veut mettre plus de poids sur la partie sémantique? Est-ce qu'on veut mettre plus de poids sur la partie par mots-clés? Ça va vous permettre d'avoir des résultats potentiellement beaucoup plus pertinents. Et du coup, qu'est-ce qu'on a comme résultat avec ces différents types de recherches? Euh, Déjà, on voit que les temps de réponse sont assez courts, sauf pour la partie sémantique. La partie sémantique, c'est le mode de recherche d'OpenSearch où on lui fournit le vecteur. Donc, le vecteur est calculé côté client. Lorsque le client doit calculer le vecteur, les recherches prennent beaucoup plus longtemps, probablement parce que le client doit charger l'embedding en mémoire, charger le transformer en mémoire, faire la transformation et ensuite envoyer la requête. Euh, Neural, c'est la recherche où on laisse faire OpenSearch le calcul du vecteur. Les, les temps de réponse à part dans le mode sémantique, les temps de réponse sont assez courts et les utilisations CPU et RAM sont relativement similaires. Euh, on a mesuré la consommation électrique du Mac sur lequel on a fait nos tests avec une prise connectée. Nos benchmarks étaient assez longs, mais malheureusement pas assez longs pour la prise connectée. Du coup, je n'ai pas de valeur pour la recherche en hybride. Notre benchmark, c'est qu'il était trop vite pour avoir des mesures intéressantes. Mais pour les autres modes de recherche, on remarque qu'on a une consommation instantanée à 3 watts à peu près, qui est à peu près la consommation au repos du Mac. Donc c'est pas très gourmand en électricité ce genre de recherche. Donc là, appel du boss, et il nous demande de travailler sur Pour la Science. Donc Pour la Science, petit disclaimer, j'ai une licence pour la science, un abonnement, je peux télécharger les PDF, et pour ça, on n'a pas à outrepassé les droits, etc. Donc c'est resté localement, et on ne vous présentera pas les résultats du LLM sur le journal Pour la Science. Mais ça nous permet d'avoir un corpus complet avec des articles différents. Donc là, le boss aimant Pour la Science souhaite qu'on travaille dessus, puisque ça fonctionne sur la fac, donc on va le faire sur Pour la Science. Voilà, donc là, on va passer à l'intelligence. Donc, quel est notre jeu de données? Donc là, on parle de la donnée, c'est très important. Damien va revenir dessus. On a sélectionné
les magazines depuis 2018. Ceux d'avant avaient un encodage qui était difficile à lire par les OCR, avec beaucoup d'erreurs. Ça nous fait 90 magazines, et chaque magazine passe par un traitement OCR pour traiter le texte. Mais on n'était pas au bout de notre surprise. En fait, avant que je m'embarque dans ce projet, je pensais beaucoup galérer sur la partie IA, sur la partie mise en place de... IA. Ah, perdu. Et j'ai oublié de prendre des pièces. C'est pas grave, super. Hein. Je pensais beaucoup galérer sur la partie génération LLM. Et en fait, la partie la plus compliquée à mettre en place, ça a été la partie traitement de données, extraction des données et gestion. Gestion, extraction, ingestion. C'est le plus difficile et forcément, si cette partie-là est mauvaise, ben, les résultats de tous nos process sont mauvais. Donc c'est peut-être la partie la plus critique de tous les projets qu'on voudrait mettre en place pour ce genre de... où on voudrait mettre en place un RAG, c'est quelles données on va lui mettre en place et comment. Enfin, quelles données on va lui donner accès et comment. On a un petit peu parlé de RAG au début. On va revoir en détail un petit peu plus comment ça marche. L'idée est, l'utilisateur fait une requête. On va prendre cette requête, faire la requête dans la source de données, récupérer les résultats et la donner en contexte à un LLM qui va se servir de la question, les résultats de notre requête dans nos sources de données et d'un prompt classique et sortir ainsi un résumé avec les différentes choses qu'il a trouvées, peut-être des liens en fonction de votre prompt, etc., en fonction de ce qui vous intéresse. Alors pour faire ça, Damien vous a dit tout à l'heure qu'on avait travaillé sur un Mac. Donc je vais donner un peu plus de précision sur l'outil qu'on a utilisé, enfin les outils et le Mac. Donc le Mac, c'est un laptop M4 avec 24 40 gigas. Pour faire fonctionner le LLM, on a utilisé Ollama, que vous connaissez peut-être. Donc Ollama, c'est un outil extrêmement simple, un peu comme Docker. Après, je suis pas un professionnel, donc pardonnez-moi. Mais il suffit de faire Ollama run le nom du modèle, il va le télécharger, l'installer, et vous allez pouvoir taper le prompt directement. Donc ça, c'est magique. En tout cas, pour moi, c'est magique. Et en plus, il y a une API web qui permet de l'interroger. Donc ça, c'est vraiment top. Et je vous ai mis une capture d'écran du Mac où on voit les deux modèles qui ont été utilisés par Damien. Et il y a un prérequis important. Les MacBook, Mac et compagnie M1 à partir de la série M1 peuvent faire fonctionner des LLM sans problème. Sur un PC, il vaut mieux utiliser un GPU. Et si je m'avance pas trop, Nvidia avec CUDA, ça marche pas trop mal. Voilà. J'ai parlé de VRAM, de RAM. Il y a quelque chose qui est extrêmement important. Si vous l'avez jamais utilisé, c'est la RAM. Vous avez besoin de RAM en mémoire pour charger les modèles. Plus vous avez de RAM, plus vous pouvez charger un modèle avec de nombreux paramètres. Voilà. Du coup, jusqu'ici, on en était ici. On avait un système qui permet de faire à l'utilisateur de faire une requête dans notre base de données. Qu'est-ce qu'on voudrait faire si on voulait transformer ça en RAG? Eh bien, il suffit de, au lieu de renvoyer directement la réponse à l'utilisateur, on envoie la question à un LLM, on récupère sa réponse et on la renvoie à l'utilisateur. Une fois qu'on a mis en place la recherche dans notre base de données, c'est assez facile de mettre en place un RAG. Oui, ça va être pour moi. Donc on a un nouvel appel du boss. Ça marche bien, mais il a utilisé ChatGPT cette semaine et il a vu que ChatGPT était capable de réfléchir. Il voit qu'il y a des étapes et il se dit waouh, ça c'est cool, j'aimerais bien avoir la même chose. Donc on va partir sur du multi-query avec modèle qui réfléchit. Donc la couche thinking, c'est les modèles qui réfléchissent. Donc c'est le modèle de ChatGPT, enfin d'OpenAI qu'on a installé en open source pour nos benches. Un LLM, vous avez un input, un prompt, et vous avez une sortie. Là, c'est la même chose, sauf que au milieu, vous avez des étapes où on va formuler des hypothèses, évaluer plusieurs pistes et sélectionner la meilleure. Donc, il y a une phase de réflexion qui plus longue, mais normalement est censée apporter des résultats plus pertinents.
Deuxième chose qui était attendue, c'est reformuler les questions de l'utilisateur. On peut rajouter une couche de LLM entre l'utilisateur et la requête dans notre source de données. Quel intérêt de faire ça? Déjà, l'utilisateur pose une seule question et on pourrait la transformer en plusieurs questions pour avoir plusieurs recherches différentes et essayer de ramener plus de résultats pertinents. Une autre utilisation serait de rajouter ou de transformer le type de question qui est posée par l'utilisateur. Mettons que je fasse une recherche par mots-clés, l'utilisateur il va vouloir écrire une phrase en langage naturel, et on pourrait profiter d'un LLM qui va transformer cette recherche en langage naturel en recherche où il y a simplement des mots-clés pour éviter d'avoir des mots parasites dans la recherche. Alors, vous avez ici un exemple de transformation via LLM, une question, une phrase. Le prompt que vous mettez pour la génération des questions est assez important pour avoir des questions pertinentes en fonction de votre base de données, là où vous voulez récupérer les données. Et à quoi ça ressemble lorsqu'on l'implémente? Voilà, je vous ai dit, on rajoute simplement un intermédiaire entre le client, entre l'utilisateur et les recherches qui l'ont requis. Du coup, où est-ce qu'on en est? Ben, on a commencé par mettre en place plein de manières de rechercher dans notre récit. Et ensuite, on a mis en place deux couches de RAG différentes euh, afin de chercher dans le corpus scientifique. Alors, du coup, conclusion. Est-ce qu'on a brûlé la botte? On a fait quelques benchmarks. Alors, on a testé toutes les combinaisons possibles, ce qui prend à chaque fois très longtemps. Je vous présente simplement des résultats avec un mode de recherche hybride pour pas que vous ayez un tableau de 40 lignes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut regarder? Rapidement, on peut regarder déjà sur les temps de réponse. Dès qu'on veut avoir un modèle qui réfléchit, bah, vous allez avoir des temps de réponse très très longs, forcément. Si vous regardez côté RAM, bah, si vous cherchez un très gros modèle pour avoir beaucoup de paramètres, bah, forcément vous allez avoir besoin de machines beaucoup plus importantes. Les utilisations CPU et GPU sont assez similaires dans tous les cas. Euh, et la consommation maximale du Mac est assez similaire dans tous les cas, mais c'est une consommation instantanée, là. C'est pas des watt-heures. Donc, il faudrait le multiplier par le temps de réponse pour avoir la consommation électrique totale lors de votre requête. Euh, voilà. Si un ordre de grandeur, parce que juste 50 watts, ça parle pas forcément à beaucoup de monde, j'ai essayé de mettre le Mac à plat et de voir combien il consomme au maximum quand il a 0% de batterie, quand il se recharge. Il tire au maximum 60 watts en instantané. Donc, on n'est pas loin du maximum qu'il puisse demander au réseau, là. Voilà. Et donc, au niveau des points de vue, cette expérimentation nous a fait changer notre vision des choses. Moi, au début, j'étais la personne la plus enthousiaste, celle qui disait c'est facile, etc. Un peu de biais cognitif à cause de ChatGPT, Claude, où on prend des PDF, on les pose dessus, ça marche, ça extrait les données, c'est magique, ça marche. Sauf que quand on l'implémente réellement, comme l'a dit Damien tout à l'heure, la qualité de la donnée, c'est extrêmement important. C'est vraiment le sujet sur lequel on devra bosser après. C'est comment on fait pour avoir de la donnée exploitable. euh, voilà, exploitable. Donc, je reste convaincu que un RAG local, c'est une bonne chose pour tout ce qui est maîtrise des données, etc. J'en démords pas, mais c'est beaucoup moins simple que ce que j'avais vu. Donc un peu comme Néo qui a pris la pilule rouge, bah, j'ai vu un peu l'envers du décor, ça me refroidit pas, mais je suis un peu moins, on va dire, optimiste. Ouais, étonnamment, c'est presque l'inverse. En fait, j'ai vu que c'était pas une boîte noire, il n'y a rien de mystique. Donc, je serais presque à dire que c'est intéressant. Euh, Voilà. Mais, ben, forcément, je vous ai montré avant, quand on fait tourner un programme, il consomme. Et il faut garder un moyen de maîtriser cette consommation et avoir tout notre système en local, ça permet d'avoir un moyen simple de dire, OK, là on abuse, OK, peut-être qu'on va réduire les coûts, peut-être qu'on va changer de modèle pour réduire le- notre RAG pour qu'il consomme moins, etc. Voilà, on a été un peu rapide. Est-ce que vous avez des questions?
est-ce qu'on a un autre micro? Attends, moi je peux aller avec le micro. Ouais, tu me laisses répondre. Et je reviens après. Merci. J'ai pas tout compris, mais il y a une question concernant la nuance au niveau des vecteurs. Quand il parlait de congé et de vacances, en fait, comment il va interpréter la nuance? Est-ce que c'est basé sur la définition dans le dictionnaire en soi, puisque finalement, entre congé et vacances, il y a une nuance. La résultante est la même, mais l'entrée n'est pas la même. Quelqu'un qui ne travaille pas potentiellement peut aller en vacances, quelqu'un qui est en congé est nécessairement en lien avec un travail. Ce que je veux dire, c'est, on parlait des chiffres au niveau des vecteurs, à quoi ça correspond exactement? Alors les chiffres au niveau des vecteurs, c'est plutôt des coordonnées. Euh, ça- Oula, vache, je m'attendais. En fait, les coordonnées, ça correspond finalement à un espace multidimensionnel. On représente la donnée par ce point-là. Il y a un entraînement. C'est pas nous qui avons fait l'entraînement. On a utilisé un transformer existant. Et là, ce que je vous ai montré, c'était pour vous expliquer. Alors, c'est vraiment très schématisé, hein, c'est très vulgarisé, mais c'est pour vous expliquer que le sens, c'est pas magique. C'est juste mathématique. Et en fait, on a des vecteurs. On va calculer l'angle entre ces vecteurs. Et en fonction de l'angle, on peut dire, d'après l'entraînement, c'est proche ou pas proche. Et le chiffre va dire, bah, celui-là est plus proche que celui-là. Donc, je ne peux pas plus rentrer dans les détails parce que je suis pas un expert des transformers. Je sais pas si ça répond à ta question. Les mots nuances, en fait. On veut comme la nuance, un congé et vacances, et en fait, c'est tout Disney son interprétation. Alors ça, je ne saurais pas répondre, honnêtement. Mais c'est une bonne question. Tu sais, à moins que quelqu'un ait la réponse dans le public, ça. Oui, c'est le principe même des embeddings, en fait, qui sont open source, ça a été appris par des personnes, où il y avait des millions de phrases, et en fait, statistiquement, congé et vacances se retrouvent dans le même type de contexte. Mais c'est mis voilà, en open source. Il y a beaucoup d'embeddings qui peuvent trouver. Oui, à la notion, sinon, vous l'avez. De gradation qui peuvent apporter des nuances. Donc, congé et vacances, ils sont très proches, mais c'est une dimension qui parle de la notion de travail. Donc, on a c'est un super travail, et on parle moins d'un travail. Merci à tous les deux. Merci à vous. On va passer la parole à Michael. Oui, il faut que je rentre le micro. Ou alors une dernière question. Oui, c'est clair. Sur le résultat de la qualité de l'interrogation sur le corpus, vous avez enlevé les pages de pub. Ouais, parce que effectivement, du coup, vous avez, enfin, il y a quand même facilement 20% de plus dans ces revues. Et donc, effectivement, ça va polluer un petit peu la pertinence des réponses scientifiques. Ça intéresse ces articles. Donc, nous, effectivement, c'est ce travail de nettoyage préalable de la donnée. Et c'est un bon exemple de prendre ça à la revue, parce que du coup, on se dit, bah oui, c'est un peu scientifique. Et non, en fait, déjà, il y a 20% où ça fait la toute pour le va rester une quiz en dessous, non? Et il y a aussi les encarts qui ne sont pas positionnés comme l'article. Donc c'est intéressant et c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de